Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins. Hey, you know what? Diffusés tous les jours, de 10h à 11h du lundi au vendredi, Les Nouveaux Chemins sont réalisés cette semaine par François Connac, avec Philippe Carminati et Yvan Charby à la technique, et préparés par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Jeanne-Marie Roux, Géraldine Mosna-Savoie et Adèle Van Rett. Adèle, que vous retrouverez comme tous les jours à 10h50 dans le journal des Nouveaux Chemins pour la suite et la fin d'une conversation avec David Camus, petit-fils d'Albert. Car c'est la suite et la fin de cette semaine sur Albert Camus dans Les Nouveaux Chemins de la Connaissance. Une semaine enregistrée dans le grand auditorium de la bibliothèque François Mitterrand entre janvier et juin dernier. Après avoir écouté hier Denis Salas et Jean-Yves Guérin vous revenir pour vous sur la question du terrorisme chez Albert Camus, c'est aujourd'hui du premier homme que nous allons parler, du premier homme ou du dernier livre, en compagnie de Pierre-Louis Ray, qui est notamment l'auteur d'une introduction au premier homme dans la collection Foliothèque chez Gallimard, et Jean-Louis Saint-Ignan, auteur de Le premier homme ou le chant profond d'Albert Camus aux éditions Ovadia. Bienvenue pour cette dernière rencontre autour de Camus. Juste Camus, on a décidé d'intituler ça, c'est à comprendre comme vous voulez et dans le sens qui convient à tous égards. Alors je suis très heureux moi d'accueillir avec vous Jean-Louis Saint-Ignan qui est l'auteur du premier homme ou le chant profond d'Albert Camus. C'est aux éditions Ovadia, c'est dans la collection des Chemins de Pensée. Et Pierre-Louis Ray qui commente notamment, à qui l'on doit notamment le commentaire du premier homme d'Albert Camus, et qui commence, le livre de Pierre-Louis Ray, commence par ces lignes, à la suite desquelles vous allez entendre un texte de Camus, justement, extrait du premier homme, qui prolonge, illustre ce qui va vous être dit maintenant. Quand Camus mourut dans un accident d'auto le 4 janvier 1960, on trouva à proximité du véhicule le manuscrit inachevé d'un roman autobiographique de 144 pages, Le premier homme. En tête, Camus avait inscrit une dédicace à sa mère, illettrée, intercesseur VV, Camus, à toi qui ne pourras jamais lire ce livre. La première partie du roman retrace une recherche du père. À 40 ans, Jacques Cormery, masque transparent de l'auteur, se rend en effet sur la tombe de son père, Henri Cormery, tué au début de la guerre de 14-18 et enterré à Saint-Brieuc. Jacques prend alors brusquement conscience qu'il est aujourd'hui plus âgé que ne l'était son père au moment de sa mort. Cette révélation bouleverse en lui l'ordre du temps. À l'image des colons qui l'avaient précédé en Algérie, Henri Cormery était le premier homme. Jacques, à son tour, devint le premier homme. Jacques Cormery s'arrêta à quelque distance de la pierre. « Je vous laisse, dit le gardien. » Cormery s'approcha de la pierre et la regarda distraitement. Oui, c'était bien son nom. Il leva les yeux. Dans le ciel plus pâle, des petits nuages blancs et gris passaient lentement et du ciel tombait tour à tour une lumière légère puis obscurcie. Autour de lui, dans le vaste champ des morts, le silence régnait. Une rumeur sourde venait seule de la ville, par-dessus les hauts murs. Parfois, une silhouette noire passait entre les tombes lointaines. Jacques Cormery, le regard levé vers la lente navigation des nuages dans le ciel, tentait de saisir derrière l'odeur des fleurs mouillées la senteur salée qui venait en ce moment de la mer lointaine et immobile, quand le tintement d'un seau contre le marbre d'une tombe le tira de sa rêverie. C'est à ce moment qu'il lut sur la tombe la date de naissance de son père, dont il découvrit à cette occasion qu'il l'ignorait. Puis il lut les deux dates, 1885, 1914, et fit un calcul machinal. 29 ans. Soudain, une idée le frappa, qui l'ébranla jusque dans son corps.
Il avait 40 ans. L'homme enterré sous cette dalle et qui avait été son père était plus jeune que lui. Et le flot de tendresse et de pitié qui d'un coup vint lui emplir le cœur n'était pas le mouvement d'âme qui porte le fils vers le souvenir du père disparu, mais la compassion bouleversée qu'un homme fait ressent devant l'enfant injustement assassiné. Quelque chose ici n'était pas dans l'ordre naturel. Et à vrai dire, il n'y avait pas d'ordre, mais seulement folie et chaos, là où le fils était plus âgé que le père. La suite du temps lui-même se fracassait autour de lui, immobile, entre ces tombes qu'il ne voyait plus, et les années cessaient de s'ordonner suivant ce grand fleuve qui coule vers sa fin. Elles n'étaient plus que fracas, ressacs et remous, où Jacques Cormery se débattait maintenant aux prises avec l'angoisse et la pitié. Il regardait les autres plaques du carré et reconnaissait aux dates que ce sol était jonché d'enfants qui avaient été les pères d'hommes grisonnants qui croyaient vivre en ce moment. Car lui-même croyait vivre. Il s'était édifié, seul, il connaissait sa force, son énergie, il faisait face et se tenait en main. Mais dans le vertige étrange où il était en ce moment, cette statue que tout homme finit par ériger et durcir au feu des années pour s'y couler et y attendre l'effritement dernier, se fendillait rapidement, s'écroulait déjà. Il n'était plus que ce cœur angoissé, avide de vivre, révolté contre l'ordre mortel du monde qui l'avait accompagné durant 40 années et qui battait toujours avec la même force contre le mur qui le séparait du sucret de toute vie, voulant aller plus loin, au-delà, et savoir avant de mourir, savoir enfin, pour être une seule fois, une seule seconde, mais à jamais. Jean-Louis Saintignan, ce désir d'éternité qui vient clore l'image d'un fils plus âgé que le père mort dont il regarde la tombe, peut-on le lire, peut-on l'entendre comme la façon qu'aurait Cormery, c'est-à-dire Camus? Ici, peut-être faut-il assumer jusqu'au bout la transparence du personnage de Jacques Cormery. Faut-il entendre ce désir d'éternité, cette tendance à la révolte, ce bouleversement du temps qui l'affecte jusqu'au corps, comme finalement la façon qu'aurait eu Camus d'hériter de son père? Oui, je pense effectivement, d'abord, Cormery, c'est Camus, il ne faut pas se le cacher. Cormery, c'est Camus, et l'absence du père dans la prime enfance de Camus a eu un effet, si vous voulez, important dans la mesure où, dans le cimetière de Saint-Brieuc, découvrant, comme il a été dit, que le père, tout d'un coup, est plus jeune que le fils, ce désir de partir à la recherche du père, qui est un élément fondamental dans la démarche de Camus lorsqu'il envisage et qu'il commence à écrire le premier homme. Précisément, et il y a plusieurs occurrences d'ailleurs du père, hein. Dans l'œuvre de Camus de façon générale, dans les réflexions sur la guillotine Pierre-Louis Ray, Camus commence par le récit de son père allant assister à une exécution capitale et revenant en vomissant d'écœurement, de dégoût. Le premier homme commence lui-même par un père courageux qui veille sur sa femme, qui l'emmène dans une carriole improbable parce qu'elle s'apprête à accoucher. Il y a une présence du père dans l'œuvre de Camus, une présence explicite du père, pas seulement la présence d'un absent, Pierre-Louis Ray. Il y a une présence dans le premier homme, c'est une découverte, car Camus a très peu parlé de son père dans les œuvres qui précédaient. Tout se passe comme si dans le premier homme, il se cherchait une filiation. C'est curieux, je relisais ces jours-ci, grâce à l'édition de la Pléiade des écrits autobiographiques de Sartre, je relisais les mots. Et c'est curieux comme Sartre et Camus s'opposent, pas seulement sur ce point, mais terme à terme. Comme Sartre se débarrasse absolument de tout héritage paternel, et traite d'ailleurs avec causticité tout le reste de sa famille, et Camus a besoin de se trouver une filiation.
Alors, ce que je ne sais pas, car c'est vrai que Cormery, c'est Camus, mais ce n'est pas seulement Camus, je n'arrive pas à démêler, mais au fond peut-on le démêler, ce qu'il y a chez Camus d'un besoin personnel de retrouver la trace d'un père qu'il a ignoré, peut-être dans un dessein plus vaste qui est celui de retrouver toute la geste des pionniers de l'Algérie. C'est une œuvre, on pourrait dire, historique et politique, Le Premier Homme, et à ce moment-là, le père est un chaînon indispensable. Est-ce donc un besoin personnel de Camus qui a été, il faut le dire, ça c'est la partie quand même assez étroitement autobiographique du Premier Homme, qui est allé quelque temps auparavant sur la tombe de son père à Saint-Brieuc. Là, il reflète son expérience personnelle. Mais c'est peut-être aussi le côté romanesque du Premier Homme. Camus, à partir d'un certain moment, c'est en 1953, je crois qu'on peut dire, que de façon assez ferme, il décide d'écrire ce roman qui sera La recherche du père. Précisons d'ailleurs que dans le texte qu'on a entendu, Cormery a 40 ans, en 53, Camus a 40 ans. Camus a 40 ans. Voilà. Alors même si Camus est mort à 47 ans. Oui. Voilà. Même si Camus est allé un peu plus tôt que 40 ans sur la tombe du père à Saint-Brieuc, c'est vrai que c'est quelque chose d'autobiographique. Mais je ressens un peu cette recherche du père comme un thème romanesque qui va tout de même s'amoindrir au fur et à mesure qu'il écrit le roman, puisque c'est en cherchant le père qu'il trouve de plus en plus la mère. Il trouve la mer et il trouve également la terre. Et c'est l'un des paradoxes très importants, enfin, paradoxe, je ne sais pas, mais l'un des personnages principaux du Premier Homme. Camus excelle à décrire la nature. On l'a entendu à plusieurs reprises ici, notamment quand on parlait de Noces, mais même d'autres textes. Camus excelle à décrire le paysage. En l'occurrence, l'un des personnages principaux, c'est aussi la terre de son enfance. C'est aussi sa terre natale, Jean-Louis Saintignon. L'Algérie est présente dans pratiquement toute l'œuvre de Camus, et même dans les œuvres dites philosophiques, la présence de l'Algérie est en quelque sorte en creux. Il y a évidemment les œuvres de jeunesse que vous avez citées, notamment Noces, l'envers et l'endroit aussi, et cette présence, elle apparaît d'une manière constante. Ne serait-ce que dans les essais philosophiques, la dernière partie de L'homme révolté, cette fameuse pensée de midi dont beaucoup se sont gaussés, elle est inspirée en grande partie par la terre algérienne et surtout les paysages méditerranéens. Car l'Algérie de Camus est multiple. La vraie Algérie de Camus, si j'ose dire, ce sont les rivages méditerranéens. Camus connaît moins bien l'intérieur de l'Algérie, qui l'inquiète un peu. Il y a des passages, notamment dans La femme adultère, où la présence de l'Algérien est sentie comme vaguement hostile. Dans Le Premier Homme, il y a comme un essai d'enracinement plus profond dans la terre natale, comme si, à côté de l'autochtonie musulmane, Camus voulait intégrer l'autochtonie européenne, car ça a été un des grands drames de sa vie que de ne pas pouvoir apporter sa pierre à l'édifice qu'il envisageait, c'est-à-dire une communauté où les deux autochtonies pourraient vivre en bonne intelligence. Jean-Louis Saintignon, Camus est tellement d'accord avec vous qu'il le dit lui-même, et pour avérer ce que vous dites, on va entendre simultanément Camus lui-même, Camus en personne, disant la chance qu'il a eue d'être né en Algérie et le fait que tout ce qu'il a écrit se rattache d'une manière ou d'une autre à cette terre, et un extrait du Premier Homme dans lequel Camus, fidèle en cela justement à cet amour de la mer
MER, et cet attachement à l'eau, au rivage de la Méditerranée, c'est-à-dire d'une Algérie dont il aime d'abord le littoral. Et on va entendre un texte dans lequel Jacques se baigne, précisément, ce qui n'est pas sans rappeler l'épisode de la peste, dans lequel Rieux et Tarrou eux-mêmes se baignent. Écoutez d'abord Camus. L'une des chances principales, l'une de celles que j'ai considérées comme étant la principale, est justement le fait d'être né en Algérie. J'ai eu l'occasion de dire que je n'avais rien écrit qui, de près ou de loin, ne se rattache à cette terre. En l'occurrence, je n'ai exprimé qu'une chose que je sens profondément et depuis longtemps. Je dois à l'Algérie non seulement mes leçons de bonheur, mais, et ce ne sont pas les moindres dans une vie d'homme, je lui dois mes leçons de souffrance et de malheur. Ces leçons sont devenues un peu lourdes depuis quelque temps, mais enfin, elles sont là, il s'agissait de les accepter. Et je ne suis pas sûr que dans la terrible tragédie où se trouve plongée notre terre commune, il n'y ait pas non seulement une raison d'espérer, mais peut-être aussi pour nous tous, Arabes et Français, une raison de progresser dans une démarche commune vers ce qu'on peut appeler la vérité. En quelques secondes, ils étaient nus. L'instant d'après, dans l'eau, nageant vigoureusement et maladroitement, s'exclamant, bavant et recrachant, se défiant à des plongeons ou à qui resterait le plus longtemps sous l'eau. La mer était douce, tiède, le soleil léger maintenant sur les têtes mouillées, et la gloire de la lumière emplissait ces jeunes corps d'une joie qui les faisait crier sans arrêt. Ils régnaient sur la vie et sur la mer, et ce que le monde peut donner de plus fastueux, ils le recevaient et en usaient sans mesure, comme des seigneurs, assurés de leurs richesses irremplaçables. Pierre-Louis Ray, quand Camus parle de l'Algérie, il parle de souffrance et de bonheur. D'ailleurs, Camus ne dissocie en un sens jamais les deux. Le bonheur est toujours âpre chez Camus, toujours teinté en un sens de désespoir. Il parle de ceux qui pensent clair et n'espèrent plus et qui, à cet égard, justement, sont capables d'aimer comme de souffrir. Quand Camus parle de l'Algérie, quand il décrit les baignades, les éclaircies que constituent les baignades dans l'œuvre de Camus, que ce soit dans L'étranger, dans Le Premier Homme, dans La Peste, c'est toujours sur fond d'une douleur qui, peut-être sans être fondamentale, en tout cas ne le quitte jamais. La jubilation d'exister n'est jamais séparable de la douleur de vivre. On peut dire ça comme ça chez Camus ? Oui, l'extrait que vous avez fait entendre avec la voix de Camus, je ne sais pas de quelle année il est exactement, mais il se situe... 1958. Voilà, j'allais vous dire, c'est en pleine guerre d'Algérie. Lorsqu'il parle de sa souffrance et de l'inquiétude, on voit bien à ce moment-là que cette terre d'Algérie est pour lui souffrante et menacée. Le Premier Homme fait la part... Là encore, je dirais que c'est une espèce de Paris romanesque. Il a choisi de parler de l'amour, il a choisi de parler du bonheur, et le roman nous donne l'impression, on pourrait dire l'illusion, que l'Algérie va pouvoir être immobile et être toujours ce qu'elle est. Et je voudrais me permettre une réflexion, j'ose à peine dire politique, c'est simplement, disons historique plutôt que politique, c'est que les jeunes garçons, ces copains de classe avec qui Jacques se baigne c'est à la plage des Sablettes près d'Alger. C'est probablement Max-Paul Fouché d'ailleurs, non Pierre c'est Pierre Fassina dans le roman, et je ne crois pas, non, c'est un... Max-Paul Fouché, il l'a connu ensuite, tandis que Pierre Fassina, je ne sais pas si c'était son vrai nom dans la vie, mais c'est vraiment un copain de l'école communale. Ce sont des Européens. Il ne s'agit pas d'en faire le grief à Camus, les communautés étaient séparées, et les enfants, il y avait peu d'Arabes à l'école, et les enfants européens avaient des copains européens. On ne voit aucun copain arabe à Camus dans Le Premier Homme. Et ça reflète à l'évidence son expérience. Donc c'est bien ça le drame de l'Algérie. Camus, qu'on ne peut pas soupçonner de racisme, et qui a sincèrement souhaité une communauté profonde des Français d'Algérie et de ceux qu'on appelait les musulmans, nous donne dans Le Premier Homme l'image de deux communautés séparées. C'est seulement de façon assez paradoxale d'ailleurs dans les
esquisses qui auraient prolongé le manuscrit que nous avons, qu'on le voit avec une certaine fraternité avec Sadoc, qui est un terroriste, probablement un FLN, à qui il accorde l'hospitalité, qui respecte sa mère, comme s'il y avait là une promesse, au-delà de la lutte de la France contre le FLN, d'une réconciliation que, en 1958 par exemple, beaucoup de gens considèrent comme totalement chimérique. Et le déchirement de Camus, et le premier homme en est le témoignage, même s'il n'aborde pas directement le problème, le témoignage de cette Algérie souffrante que Camus rêverait réconcilier, et on pourrait dire qu'en un sens, il est tout de même prisonnier de cette communauté séparée de ce qu'on appellera ensuite les Algériens, aux côtés desquels il vit, avec laquelle il est en sympathie. Il a dénoncé avec quelle force les injustices dont ils étaient victimes, mais le rêve d'une Algérie fraternelle et réconciliée, le premier homme nous laisse quand même envisager que c'est vraiment une chimère. Néanmoins, il y a dans le premier homme comme ça un certain nombre d'épisodes, comment dire, où l'esquisse de la fraternité prend la forme d'une poignée de main, d'une tape sur l'épaule qui en elle-même n'a rien de familier, mais qui est tout entière faite de respect, d'égard et finalement de considération, un tutoiement qui n'est pas méprisant, un tutoiement réciproque et des éléments qui sont vraiment de l'ordre d'une, me semble-t-il, vraiment d'une tentative de fraternité humaine. En tout cas, dans le premier homme, il y a notamment un épisode comme ça où il protège, je ne sais plus, je le dis de mémoire, mais il protège un Algérien, un Arabe, qui est menacé par des Français d'Algérie à la suite d'un attentat, et les Français d'Algérie disent ils sont tous pareils, sont tous des salauds, sont tous des monstres, etc. Et la famille Cormery à ce moment-là protège l'individu qui est menacé. Jean-Louis Saint-Aignan, le rêve que fait Camus, ce rêve d'une Algérie fraternelle, il faut rappeler quand même que Camus était à part égale, l'adversaire du FLN comme des tenants de l'Algérie française. Ce rêve de Camus, cette déchirure fondamentale de Camus, est-ce que finalement il n'a pas tenté en un sens cette déchirure de la résoudre, de la réparer dans l'écriture avec le premier homme ? Je voudrais, si vous permettez, de nuancer peut-être un peu ce que Pierre-Louis Rey a dit à propos de l'absence ou de la présence d'écoliers musulmans ou arabes. L'expérience de Camus, c'est l'expérience d'un Européen dans une grande ville d'Algérie. Alger, Oran, étaient des villes à majorité européenne. Donc il est normal que dans les classes, il y ait eu davantage d'Européens que de jeunes musulmans. Mais, par expérience personnelle, je peux attester que dans l'intérieur du pays et dans les villes de moindre importance, il n'y avait pas de ségrégation. Les documents iconographiques, les témoignages des instituteurs et des professeurs qui ont enseigné les derniers temps en Algérie montrent que ce qui peut apparaître comme une ségrégation n'existait pas. Cela dit, là, pour répondre à votre question, effectivement, Camus a tenté en 1956. Pardonnez-moi, il y avait quand même des injustices. En Algérie, il y a quand même des choses impossibles mais qui étaient bien faites. sûr. C'est précisément d'ailleurs la raison pour laquelle Camus lui-même, écrivant sur la misère en Kabylie, s'est vu quasiment banni. Enfin, je veux dire, il y avait quand même des injustices, des choses impossibles. Ce que Camus reproche, si vous voulez, à l'opinion publique française en 1958, c'est que les fautes commises, et quel pays ne commet pas de fautes, dans l'époque coloniale, le péché, si vous voulez, de colonialisme soit reporté exclusivement sur cette population d'Algérie dont il sait pertinemment qu'elle est composée en majeure partie, en partie écrasante, de petites gens dont lui-même est issu. Cela dit, effectivement, le Camus d'Alger républicain a été le premier à dénoncer la misère kabyle. Il n'a pas été écouté. De même qu'en 1945, après les événements du Constantinois, il a dénoncé l'excès de répression après des crimes abominables qu'il ne faut pas oublier. Il n'a pas été écouté ni par le gouvernement de l'époque, ni par ceux qui composaient ce gouvernement, communistes, socialistes et chrétiens démocrates,
Il n'a pas été écouté non plus, dans un ordre d'idées plus vaste, lorsque tout le monde se réjouissait de la bombe atomique d'Hiroshima. Il était le seul à montrer qu'on entrait dans une ère nouvelle, riche de menaces. Certes, les fautes, il les a dénoncées, mais dans une lettre à son ami Pierre Moineau, il écrit ceci, je crois que c'est aux environs de 56-57. Tous les pays commettent des fautes, voire des crimes. Mais la France est peut-être le pays qui en a le moins commis et qui laisse en tout cas espérer que, au moins dans l'avenir, il y ait une porte ouverte à plus de justice et plus de fraternité. On va revenir justement sur cette question après avoir entendu de nouveau Camus lui-même parler de nous autres écrivains algériens, décrire ce qui peut-être à ses yeux correspond à l'Algérie de demain. Il parle d'un modèle de ce que peut être l'Algérie de demain. Évidemment, d'une certaine manière, on pourrait se réjouir qu'il n'ait pas suffisamment vécu pour voir ce qui est advenu véritablement. Néanmoins, on va l'entendre parler de cela et ensuite entendre à la toute fin du premier homme un passage dans lequel Camus revient sur cette terre dont il parle avec une vivacité, un amour, un mélange des genres, c'est-à-dire un mélange de la terre aux générations tout à fait stupéfiant. Écoutez d'abord Camus et entendez-le ensuite. L'une des choses dont je suis le plus fier, c'est que nous autres écrivains algériens, nous avons fait notre devoir. Et nous l'avons fait depuis longtemps. Ce que je veux dire de plus précis, c'est que nous sommes beaucoup à espérer ce qu'on appelle maintenant l'Algérie de demain. Je ne sais pas si cette Algérie se fera, je ne sais pas non plus dans quelles conditions elle se fera, je ne sais pas non plus ce qu'elle nous coûtera encore en sang et en malheur. Mais ce que je puis dire, c'est que cette Algérie de demain, nous autres écrivains algériens, nous l'avons faite hier. Je veux dire que nous avons été une école d'écrivains algériens. Que cette école d'écrivains algériens, et quand je dis école, je ne veux pas dire un groupe d'hommes obéissant à des doctrines, des règles, je veux dire simplement un groupe d'hommes exprimant une certaine force de vie, une certaine terre, une certaine manière d'aborder les hommes. Et nous avons donc été une école où il y avait, à mon avis, et je parle en termes de talent, autant de noms arabes que de noms français. Finalement, une terre qui a produit des hommes qui s'appelaient Roy, Robles, Odysseus d'un côté, et de l'autre côté, Mamri, Pharaon, Dib et un certain nombre d'autres, qui a permis à ces écrivains de s'exprimer en même temps, dans la même langue et dans la liberté. Cette terre, car finalement, soyons justes, ce ne sont pas les institutions qui ont permis ça, c'est simplement le travail que nous avons fait tous en commun et surtout la manière dont nous nous sommes abordés les uns les autres. Eh bien, cette école a donné, à mon sens, un bon exemple, un beau modèle de ce que pourrait être l'Algérie de demain. Des foules entières étaient venues ici depuis plus d'un siècle, avaient labouré, creusé des sillons de plus en plus profonds en certains endroits, en certains autres de plus en plus tremblés, jusqu'à ce qu'une terre légère les recouvre, et la région retournait alors aux végétations sauvages. Et ils avaient procréé, puis disparu, et ainsi de leurs fils. Et les fils et les petits-fils de ceux-ci s'étaient trouvés sur cette terre comme lui-même s'y était trouvé, sans passé, sans morale, sans leçon, sans religion, mais heureux de l'être, et de l'être dans la lumière, angoissés devant la nuit et la mort. Toutes ces générations, tous ces hommes venus de tant de pays différents, sous ce ciel admirable où montait déjà l'annonce du crépuscule, avaient disparu sans laisser de traces, refermés sur eux-mêmes. Un immense oubli s'était étendu sur eux. Et en vérité, c'était cela que dispensait cette terre, cela qui descendait du ciel avec la nuit, au-dessus des trois hommes qui reprenaient le chemin du village, le cœur serré par l'approche de la nuit,
plein de cette angoisse qui saisit tous les hommes d'Afrique lorsque le soir rapide descend sur la mer, sur leurs montagnes tourmentées et sur les hauts plateaux. La même angoisse sacrée que sur les flancs de la montagne de Delphes, où le soir produit le même effet, fait surgir des temples et des autels. Mais sur la terre d'Afrique, les temples sont détruits et il ne reste que ce poids insupportable et doux sur le cœur. Oui, comme ils étaient morts, comme ils mourraient encore. Silencieux et détourné de tout, comme était mort son père, dans une incompréhensible tragédie, loin de sa patrie de chair, après une vie tout entière involontaire, depuis l'orphelinat jusqu'à l'hôpital, en passant par le mariage inévitable. Une vie qui s'était construite autour de lui, malgré lui, jusqu'à ce que la guerre le tue et l'enterre, à jamais désormais inconnu des siens et de son fils, rendu lui aussi à l'immense oubli qui était la patrie définitive des hommes de sa race, le lieu d'aboutissement d'une vie commencée sans racines, et tant de mémoires dans les bibliothèques de l'époque pour utiliser les enfants trouvés à la colonisation de ce pays. Oui, tous ici, enfants trouvés et perdus, qui bâtissaient de fugitives cités pour mourir ensuite à jamais en eux-mêmes et dans les autres. Pierre Louiré, avant d'en venir au fond, au cœur de ce texte, qui est véritablement, enfin, en lui-même, un cœur battant, d'ailleurs c'est stupéfiant d'être capable de donner tant de pulsations quand on parle de ces gens qui sont morts et que l'oubli achève d'ensevelir, mais avant d'en venir à cela, une remarque quand même, parce qu'il y a dans le premier homme, l'une des particularités du premier homme, vous la pointez dans votre livre, c'est l'extravagante longueur des phrases. Camus est un écrivain qu'on connaît pour une sécheresse de ton, une sécheresse de style, qui va de pair d'ailleurs avec une grande précision et avec un sens inné de la métaphore. C'est vraiment un écrivain étonnant pour ça. Il est capable de concentrer avec une concision, mais vraiment aphoristique parfois, des paysages en quelques lignes. Et là, Camus fait des phrases longues. À ma connaissance, c'est le seul ouvrage de Camus où il y a des phrases aussi longues. Comment expliquez-vous cette dimension nouvelle de ce style, cette dimension avortée de son travail? Il y aurait l'hypothèse, si j'ose dire pessimiste, mais qui n'est pas vraisemblable, suivant laquelle... Il n'avait pas fini de bosser. Oui. Oui. Et que ces phrases, qui sont souvent ponctuées de façon totalement aberrante, et la plus longue, je crois, s'étend sur 2 pages et demie. Alors, imaginons, on est bien obligé, on peut tout imaginer sur un manuscrit inachevé. Je fais juste une parenthèse, c'est dire le mérite de notre lecteur. Allez-y. Imaginons que, quand il se serait mis à travailler à la rédaction finale de son premier roman, il aurait redécoupé ses phrases, il aurait mis des points là où il en manque. J'arrive pas à l'envisager sérieusement. Et je crois vraiment que Camus, comme on dirait aujourd'hui vulgairement, se lâche. Et qu'il se laisse aller à des phrases d'un lyrisme éperdu. Alors, il a été lyrique, Camus, il l'a été dans La Chute. Et le lyrisme de La Chute, dont les phrases d'ailleurs ne sont pas très longues, parce que La Chute est un monologue dramatique, comme il le dit lui-même, dans La Chute, il est lyrique de manière ironique. C'est ce lyrisme grinçant qu'il prête à Clamence, qui est à la fois lui-même et l'envers de lui-même. On est quand même tenté de penser que dans le premier homme, il trouve son nouveau style. D'ailleurs, bon, c'est ce qui rend navrant le fait que, ce qui est le plus navrant, c'est que Camus soit mort si jeune, secondairement, qu'il ait laissé cette œuvre inachevée, mais il le dit, qu'il se renouvelle. Le premier homme inaugure ce qui doit être le 3e étage de son œuvre, après l'absurde et la révolte, l'amour. Et ça n'est pas simplement une question thématique, c'est que vraiment, il va se donner à ce lyrisme qu'il avait de contenu jusque-là. Voilà. Mais c'est vrai que l'inachèvement du manuscrit nous empêche d'analyser comme il le faudrait ce renouvellement de l'écriture. Le lyrisme de Camus, on peut peut-être formuler une autre hypothèse. Le lyrisme de Camus, il me semble, et je parle sous votre contrôle, mais le lyrisme de Camus, me semble-t-il, est déjà présent dans Nos.
Alors les phrases sont moins longues, naturellement, mais il y a quelque chose d'une sorte de lyrisme tellurique dans Nos. Ce sont des grands textes, là encore, sur la nature. Rendez-vous compte, Nos est un livre dans lequel Camus décrit des paysages. Hein. L'essentiel de son texte, c'est la description de paysages. Mais quand il parle du dénuement, par exemple, des jeunes gars du Dancing Padovani et des moines franciscains de Fiesole, en expliquant qu'au fond c'est la même chose, les uns se promènent tout nus sur la plage et les autres vivent dans le dénuement le plus absolu, que le dénuement soit une métaphore ou une réalité. Quand Camus décrit les paysages, quand il parle de la terre, quand il parle de l'amour, justement, il est déjà dans le lyrisme. Et je voudrais ici vous soumettre, alors vraiment à tous les deux, Jean-Louis Saint-Aignan, avoir aussi votre sentiment là-dessus, l'hypothèse selon laquelle, dans la trajectoire de Camus, que chacun connaît désormais, hein, si vous avez assisté à toutes ces rencontres, en tout cas vous n'avez pas le droit de l'ignorer. La trajectoire de Camus, hein, c'est absurde, révolte, amour. Absurde, révolte, amour. L'un des chapitres d'ailleurs de l'amour, l'un des premiers temps de l'amour dans cette trajectoire, c'est le dernier chapitre de L'homme révolté dont vous avez parlé. La pensée de midi, qui est un chapitre magnifique, et ceux qui s'en moquent sont des ânes. Mais absurde, révolte, amour. Faisons peut-être l'hypothèse, en tout cas je vous la propose, selon laquelle Camus aurait commencé par l'amour, et qu'il n'ait pas d'amour chez lui qui soit séparable de la description d'une terre, il n'ait pas d'amour en un sens qui ne soit tellurique, et à cet égard, la trajectoire de Camus serait amour, absurde, révolte, amour. Qu'en pensez-vous, Jean-Louis Saint-Aignan ? Je pense que vous avez raison, et là je partage aussi l'analyse de Pierre-Louis Rey. Il y a évidemment du lyrisme dans les premiers essais, mais un lyrisme contenu par l'influence exercée sur lui par André Gide, dont il rappelle que la phrase de Gide disant que l'art naissait de contraintes, vivait de sacrifices et mourait de liberté. Et c'est cette influence gidienne qu'il a un moment contenu. Ce qu'il a aussi contenu, c'est le fait que Camus se soit dépersonnalisé progressivement à partir du moment où, devenu philosophe malgré lui, entre guillemets, puisqu'il s'est toujours considéré plutôt artiste que philosophe, il a été contraint de donner à sa réflexion une tournure qui soit synthétique. Le mythe de Sisyphe, thème de l'absurde, ensuite la révolte avec le thème de Prométhée sous-jacent, et enfin la dernière partie, l'amour, sous l'égide de Némésis. Mais monsieur, pardonnez-moi, juste Oui. un point quand même. Il y a l'étranger en même temps que le mythe de Sisyphe. Oui. Alors on a dit c'est un roman philosophique, etc. C'est d'abord un chef-d'œuvre, c'est d'abord un très très grand livre où il fait preuve là de concision. Quand il parle en revanche de L'homme révolté, c'est un livre touffu, il a voulu plaire à son maître. C'est un livre où il y a trop de pages dans L'homme révolté, Camus le disait lui-même d'ailleurs. Tout est relatif, hein. L'homme révolté peut être touffu, il est quand même un peu moins que l'être et le néant, hein, Non mais là évidemment, là oui, non mais ça c'est la comparaison malhonnête. peut-être est malhonnête de ma part. Cela dit, Oui, oui. elle est aussi malhonnête que Sartre lui-même qui disait, je rappelle hein, cette phrase qui est vraiment la quintessence du snobisme. Sartre disant à Camus, je ne vous donne pas, je ne vous recommande pas la lecture de l'être et le néant qui vous semblerait inutilement ardu. Ardu, voilà, absolument. Oui, je pense qu'effectivement, il y a dans L'homme révolté peut-être des longueurs, hein, une sorte de théorisation un peu excessive, mais je pense que, avant d'être une argumentation, L'homme révolté est un cri de révolte personnelle, une sorte de cri contre l'injustice. Ensuite, cette injustice, il lui donne une forme, si vous voulez, philosophique ou pseudo-philosophique, qui l'a fait juger évidemment très sévèrement, en particulier par les existentialistes et par Sartre en particulier. Et par les agrégés. Et par les agrégés. Car effectivement, Camus n'a jamais été reçu dans le cercle étroit de ceux pour qui on ne peut penser vraiment que si l'on a reçu tous les sacrements universitaires officiels, à savoir normal sup, agrégation, et Louis Legras évidemment
ou Henri IV. Et le fait que Camus n'ait pas été admis dans le cénacle philosophique l'a un peu blessé. Mais de là à penser, comme certains croient, que Camus n'a pas de formation philosophique, c'est une erreur. Très jeune, il a eu une formation philosophique poussée. Son diplôme d'études supérieures sur Plotin et Saint-Augustin montre que la base de la réflexion de Camus n'est pas totalement nulle, loin de là. Seulement, il a bénéficié à Alger, en classe préparatoire, de l'enseignement d'un professeur de philosophie, Jean Grenier, qui est devenu son ami, et qui avait une façon littéraire de traiter la philosophie, ce qui, évidemment, a influé durablement sur la forme que Camus va donner à sa réflexion, qui est une réflexion philosophique au premier sens du terme. C'est-à-dire, on pourrait le rapprocher peut-être de la philosophie de Socrate, c'est-à-dire le philosophe dans la cité, plutôt qu'un créateur de systèmes philosophiques. Camus est effectivement un philosophe dans la cité. Vous avez cité Jean Grenier. Eh bien, nous allons l'entendre. Jean Grenier, ce sont des entretiens qui datent de 1968, 8 ans donc après la mort de Camus. Et puis on va entendre ensuite un texte extrait du Premier Homme. Tous les extraits que vous entendez aujourd'hui, qui vous sont lus aujourd'hui, viennent du Premier Homme, donc avec les problèmes de ponctuation que ça pose, etc. Un texte dans lequel Camus décrit l'une de ses premières expériences de l'injustice. Et voyez à quel point parfois il est inutile d'être philosophe pour parler de l'injustice. D'abord, Jean Grenier. Le soleil ne peut pas créer une œuvre, l'opium non plus ne peut pas donner de talent, bien entendu. Il n'ajoute rien à la valeur personnelle de celui qui en use, le soleil absolument pas. Seulement il peut faire apparaître en nous ce qui était caché, ce qui ne pouvait pas se révéler, ce qui était mis sous le boisseau. Mais il serait ridicule de dire que j'ai fait connaître le soleil à Albert Camus, qui était né justement dans un pays du soleil et qui parlait de lui avec un accent pénétrant, et ce qui fait qu'on ne peut pas le lire seulement avec admiration, mais avec émotion. Le lecteur, me semble-t-il, est touché au sens propre du mot. Mon seul mérite, ça a été de l'aider par mon exemple à révéler, à dévoiler ce qui était au plus profond de lui-même, n'est-ce pas? Une rencontre hasardeuse avec quelqu'un qui est venu d'ailleurs peut très bien nous faire découvrir un sentiment latent, un sentiment qui était caché en nous, et nous faire l'exprimer. Mais il faut encore faire cette rencontre. Mais ce n'est qu'une rencontre. Quand un autre enfant récitait, il rêvait, bâillait aux corneilles ou grimaçait avec ses camarades. C'est une de ces grimaces que le grand curé surprit un jour et, croyant qu'elle lui était adressée, jugea bon de faire respecter le caractère sacré dont il était investi, appela Jacques devant toute l'assemblée des enfants, et là, de sa longue main osseuse, sans autre explication, le gifla à toute volée. Jacques, sous la force du coup, faillit tomber. « Va à ta place maintenant », dit le curé. L'enfant le regarda, sans une larme. Et toute sa vie, ce fut la bonté et l'amour qui le firent pleurer, jamais le mal ou la persécution qui renforçait son cœur et sa décision, au contraire. Et regagna son banc. La partie gauche de son visage brûlait. Il avait un goût de sang dans la bouche. Du bout de la langue, il découvrit que l'intérieur de la joue s'était ouvert sous le cou et saignait. Il avala son sang. Nul dolorisme chez Camus, chez un homme qui avale son sang, mais tout simplement le plaisir de découvrir que le sang lui-même est salé et d'associer là encore la souffrance à un certain
plaisir, non pas qu'il trouve dans la souffrance elle-même du plaisir, mais qu'il se trouve, qu'il découvre à cette occasion le goût du sang, c'est-à-dire la saveur de quelque chose. 2 points là-dessus, Pierre-Louis Rey, sur ce texte et sur ce que dit Grenier. Grenier dit c'est moi qui l'ai aidé finalement à accoucher de ce qu'il portait en lui-même. C'est Grenier, Socrate ici. C'est Grenier le maïeuticien de Camus. Ce maïeuticien qui était tout autant attaché à la littérature qu'à la philosophie, sensible par ailleurs à l'Orient, sensible aux pensées de l'immanence, dont Camus est d'une certaine manière l'héritier et le praticien littéraire, puisqu'il ne fait que décrire des univers dont on ne peut pas dire qu'ils soient sans Dieu, mais dont on peut dire peut-être que les dieux sont partout et non plus seulement dans les temples. Donc premier point sur Grenier. Et deuxième point, faut-il, quand on lit dans le premier homme que l'enfant regarde le curé sans une larme, faut-il se souvenir à cette occasion du fait que Meursault a été condamné à mort par un public, par une foule, par une opinion publique, convaincu qu'un homme qui ne sait pas pleurer à l'enterrement de sa mère est forcément un assassin. Pierre-Louis Rey. L'absence de larmes de Meursault vient tout de même d'une espèce de détachement du monde un peu inexplicable. Meursault est vraiment une énigme. À la fin, il dit quand même personne n'a le droit de pleurer à l'enterrement de maman. Oui. Le cas de Meursault, si j'ose mettre en rapport Meursault et Camus, est assez différent, car le passage qui vient d'être lu, où le jeune Jacques ravale ses larmes, s'inscrit dans toute une série de scènes qu'on pourrait placer sous l'égide du courage et de la dignité. Jacques retient ses larmes, pas toujours, il lui arrive d'éclater en sanglots, mais il retient ses larmes autant qu'il peut quand cette grand-mère, dont il ne cesse de nous dire qu'elle est admirable, mais si le lecteur se représente tout de même les scènes familiales, indépendamment de l'image un peu euphémisée qu'il en donne, ça devait être quand même une femme épouvantable. Cette grand-mère, donc, qui lui donne Elle a le fouet leste. Oh, parce qu'il joue au football dans sa cour d'école, enfin, c'est un scandale. Il ravale ses larmes, et parfois, il ne tient pas, il éclate. Il est battu par son maître, cet admirable Louis Germain, qui pratique quand même les châtiments corporels. Il prend beaucoup de coups, Jacques. Et il y a aussi l'épisode où il se fait insulter par un camarade, qui lui dit une chose désobligeante, et Cormery le regarde et lui dit « Alors, puisque c'est comme ça, la putain de ta mère. Oui. » Et ce qui signifie, en fait, je te lance un défi. Il y a donc le ring qui est derrière l'école, oui. Et Cormery l'emporte, d'ailleurs, à cette occasion, ce qui lui vaut l'admiration de Germain. Oui. Et il y a la scène de l'égorgement de la poule dans le poulailler, où il a peur. Mais le vrai courage, c'est pas d'ignorer la peur, c'est de la surmonter. Donc il y a chez Jacques une espèce de fermeté de tempérament qui ne se reflète pas, il faut bien dire, dans le personnage de Meursault. Mais je n'ose parler de Meursault parce que plus je lis l'étranger, moins je le comprends. Et c'est un roman totalement énigmatique. Il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir. Vous disiez tout à l'heure qu'au fond, on pouvait, chez Camus, voir 4 étages, si je puis dire, amour, absurde, révolte, amour. Et j'y souscris bien volontiers. Mais alors, dans le premier stade de l'amour, je mettrais plutôt l'envers et l'endroit, où il y a cette ouverture de l'enfant à la mère, aux autres. Noce, c'est un peu autre chose. On peut dire que l'amour ne se limite pas aux êtres, qu'il s'étend aussi à la nature. Mais Noce est un hymne à la nature où le narrateur est curieusement solitaire et où il communie seul avec la nature. En tout cas, il n'est jamais question, me semble-t-il, jamais question du prochain dans Noce. Et s'il y a dans le premier homme retour aux origines, c'est davantage, je crois, à l'envers et l'endroit. Et comme vous le disiez tout à l'heure, le lyrisme de Noce est bien présent
mais il reste contenu. C'est extraordinaire dans le lyrisme du premier homme, dans ces phrases interminables, c'est qu'il n'est pas seulement question de la nature. Ce sont des phrases, sans ça qu'elles sont admirables et qu'elles sont, on pourrait dire, modernes et étranges, inattendues chez Camus. Ce sont des phrases qui charrient de manière chaotique les sentiments personnels, les odeurs, la beauté de la nature, la justice et l'injustice. Ce sont des phrases totalement torrentielles où toutes les strates de la personnalité, amour de l'autre, amour du prochain, sensibilité personnelle, tout se retrouve. Merci Pierre-Louis Ray, merci Jean-Louis Saintignan, merci d'être venu nous parler d'Albert Camus. Albert Camus, on continue à en parler sur France Culture et dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance, tout de suite avec le Journal des Nouveaux Chemins et Adèle Van Rett. Bonjour Adèle. Bonjour David Camus, on entame aujourd'hui le dernier entretien de cette semaine donc où nous discutons librement. On essaye de discuter en librement. tout cas, et à propos de Albert Camus, votre grand-père donc. Et pour ce dernier entretien, on avait convenu ensemble de parler de liberté, ou plutôt de se laisser la liberté de parler de ce que on avait dit sujet libre. Voilà, et vous teniez beaucoup à ce sujet libre. Oui, parce que j'ai pensé que ça lui ferait plaisir, vraiment, que c'était quelque chose qui lui tiendrait à cœur. Et alors... Et pourquoi ? Parce que je pense que c'est quelque chose à quoi il tenait, pour lui comme pour les autres. Je pense que c'était quelqu'un qui chérissait sa liberté et qui chérissait également celle des autres. En même temps, je vous dis ça, je ne peux pas m'empêcher de... Il y a une phrase, on parlait d'humour, justement, pour grand-père, mercredi. Il y a une phrase, vous me demandiez un peu ce qui était drôle chez grand-père, je vous disais que c'était souvent l'art des formules. Il y a une phrase qui est très drôle dans La Chute, je trouve, à propos de la liberté. C'est quand il dit autrefois je n'avais que la liberté à la bouche, je l'étendais au petit déjeuner sur mes tartines, je la mastiquais toute la journée, je portais dans le monde une haleine délicieusement rafraîchie à la liberté. Je trouve ça très amusant. En même temps, ça nous fait quand même porter sur la liberté un regard un peu autre. On est obligé du coup de la considérer un peu différemment. On ne peut pas avancer comme ça, tout au voile dehors, en disant oui, il était libre. C'est-à-dire, on ne peut pas être non plus des fanatiques de la liberté. Parce que là, on retomberait dans le travers que grand-père dénonçait. Et d'ailleurs, on le voit bien, puisque la façon qu'il a de parler de la liberté dans la phrase que vous venez de citer, c'est de procéder à une description qui est d'ordre sensible de la liberté. Oui, c'est vrai. Là, c'est une liberté qu'on peut toucher, qu'il étale sur ses tartines. Oui, c'est du beurre ou du dentifrice, quasiment. Mais bon, comme il disait, il procédait beaucoup par image pour transmettre les idées. Il s'était posé la question au début de savoir... il faisait des études de philosophie, comme vous le savez, et il s'était posé la question, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais écrire des ouvrages de philosophie ou des romans ? Il avait dit non, finalement, je vais écrire des romans parce que nous pensons par image. Ce en quoi, d'ailleurs, il aurait pu peut-être être cinéaste. Ou scénariste de cinéma. Je sais qu'il avait à un moment eu le projet avec Bresson d'écrire un scénario de cinéma. Ça s'est pas fait, je sais plus pour quelle raison. Peut-être c'est la mort qui l'en a empêché, tout simplement. Et là, ça nous conduit à la grande question, d'ailleurs, qu'on a évoquée aujourd'hui dans l'émission enregistrée à la BNF, de savoir si Camus était un philosophe ou un romancier. Oui, mais justement, je vous parlais hier même, je crois les autres jours aussi, de l'importance qu'il y avait parfois à ne pas donner de définition. Et on peut poser la question, on peut toujours tourner autour, c'est intéressant. Je pense qu'à un moment, il faut peut-être s'arrêter à la question, s'arrêter au mystère. Mais quand on se pose la question, c'est pas forcément par besoin ou volonté de le circonscrire, de lui accoler une étiquette. C'est de savoir, est-ce qu'on peut considérer que ces romans ont une portée philosophique et est-ce qu'on peut inversement considérer que, lorsqu'il écrit de manière plus ouvertement et théoriquement philosophique, peut-il encore rester un romancier ? Vous voyez, c'est pas uniquement la réponse est contenue dans son œuvre même. C'est-à-dire qu'on a des romans, donc ça fait bien un romancier. Je suis d'accord, on peut pas trancher. Et on a des ouvrages, malgré tout, philosophiques, ou alors il faut qu'on redéfinisse le terme philosophique, et ça fait de lui aussi un philosophe, un penseur. Un ouvrage comme le mythe de Sisyphe, pour moi, même, bon, s'il l'a écrit, je sais plus, je crois qu'il avait 22 ou 23 ans, je ne me souviens plus bien, mais c'est un ouvrage de philo.
la question qu'il pose, celle du suicide, je crois quand même, par-delà la question du suicide, c'est aussi celle du sens de la vie. Enfin, je veux dire, si la philosophie a un sujet sur lequel se pencher, c'est bien celui-ci. Mais c'est pourquoi, lorsque vous disiez qu'il avait choisi d'être romancier parce qu'il aimait écrire par images, il me semble que le recours aux images n'exclut pas forcément la démarche philosophique. Non, mais au contraire, voilà. Je crois qu'il y a le souci de se rendre accessible, peut-être aussi le souci de se rendre, j'allais dire, touchable, sensuel, justement. C'est très étrange. C'est comme si finalement il s'était dit, je parle pour lui, ce que je ne devrais pas faire, mais enfin, pour incarner une idée, justement, pour l'incarner, il faut la faire chère. Et le meilleur moyen de la faire chère, c'est de l'habiller de personnages, de dramaturgie, d'histoire, de romanesque, en fait. Là, ça marche. Là, ça fonctionne. Là, ça parle aux gens. Là, on aborde le thème de la liberté, donc on avait gardé ce sujet libre. Et j'y pense, là, en discutant, que cette liberté que vous décrivez, à laquelle votre grand-père tenait énormément, finalement, à vous entendre en parler, à vous entendre parler de la présence de votre grand-père dans votre propre vie, on a l'impression que dans votre travail, en tout cas de romancier, c'est ce qui vous manque en fait. C'est ce que vous avez l'air de dire. D'une certaine façon, oui. C'est-à-dire que j'ai remarqué de manière extrêmement concrète et très simple, c'est que justement, j'avais face à ce problème de grand-père, de la filiation, assez jeune, enfin vers 13-14 ans, je me suis forgé une devise qui était ni dire ni cacher. C'est-à-dire, je le dis pas, mais je le cache pas. Ce que je vous dis tout de suite, je ne l'ai pas respecté tout le temps. C'est-à-dire, il m'est arrivé, on m'a parfois posé la question, il m'est arrivé de mentir, c'est-à-dire de dire non. Et parfois, il m'est arrivé de le dire comme ça à des gens qui ne m'avaient pas posé la question. Mais le plus souvent... Vous parlez du fait, lorsqu'on vous demandait, est-ce que vous êtes le petit-fils d'Albert Camus ? Oui, c'est ça. Mais j'ai remarqué, en tout cas de manière extrêmement pragmatique, dans mon expérience, c'est que dans mes rapports avec les autres, je ne dis pas systématiquement, mais dans mes rapports avec les autres, notamment dans le monde du travail, je n'ai jamais été aussi heureux que quand ça n'était pas su, que quand ça n'était pas dit. Ça, c'est vrai. J'ai travaillé justement dans l'édition pendant plusieurs années. Camus, c'est un nom commun. Enfin, je veux dire, beaucoup de personnes le portent. Quand on m'a posé une fois la question, j'ai répondu non. Qu'est-ce que j'étais heureux, vous ne pouvez pas savoir. Bon, après, ça n'a pas duré, évidemment. Puis au moment de la publication du livre, en gros, j'étais un peu obligé de faire mon coming out, justement. Et j'imagine que c'est une liberté qui est empreinte de culpabilité également. Au moment où on répond non pour se sentir plus libre. Oui, c'est étrange. Ouais. Oui, d'avoir à mentir sur ce qu'on est. Et pareil pour l'écriture. Il est bien évident que l'écriture romanesque, quoi qu'il arrive, y compris dans l'écriture de livres de genre, est une écriture contrainte. Mais contrainte par moi-même. Je suis mon propre ennemi. Alors que quand j'écris d'autres choses, ça peut être des scénarios, là je me sens libre. Vraiment. Voilà, merci à tous. Tous, vous allez entendre que ça fait du monde. C'est la fin de cette semaine sur Albert Camus, mais aussi la fin de l'année pour nous. Ce qui est, pour moi, l'occasion de remercier du fond du cœur tous ceux qui, dans l'année, ont contribué aux quelques 250 émissions, probablement davantage, que nous vous avons proposées. Entre les réalisateurs, les techniciens, les organisateurs, les collaborateurs et les amis. La liste est trop longue pour en donner tous les noms. C'est néanmoins avec une infinie reconnaissance que je remercie entre beaucoup d'autres, et dans le désordre, Anne Brissier, Georges Claes, Jean-Louis Jacopin et Chloé Lambert, dont la voix nous a accompagnés toute l'année, Geneviève Méric, Solène Saller, Irina Lamler, le mélomane François Connac, la mixomane Christine Robert, le jazzman Gilles Davidas et le marathonman Bertrand Chaumeton, Mathilde Unger, Métamat, pour ceux qui travaillent avec elle, Adèle Van Rett, dont le journal a su trouver le chemin de vos oreilles et du cœur de nos auditeurs, Avril Ventura, parti en cours de route mais qui avant son départ avait pendant 3 longues années largement contribué à la réussite des chemins, et puis aussi Camille Lugan, Florence Malfato, Jeanne-Marie Roux, Géraldine Mosna-Savoie et bien d'autres stagiaires, thésards, agrégatives ou agrégés dont le savoir et l'intelligence ont permis de changer sans douleur de sujet chaque semaine. Merci à la BNF, la bibliothèque François Mitterrand, en l'occurrence son président Bruno Racine, mais aussi Jean-Loup Graton, François Nida et les services techniques d'avoir permis ce joyeux partenariat. Un merci tout particulier à la fin de cette année à Philippe Garby, l'ami Philippe Garby, qui en choisissant de rediffuser les chemins pendant la nuit a permis aux insomniaques de découvrir
ou de réentendre l'émission. Et merci aussi à Bruno Patino, notre directeur dont la confiance et la solidarité pour les chemins furent pour nous toute l'année un bienfait constant. Merci enfin et surtout à vous, chers auditeurs, et merci du fond du cœur, car les nouveaux chemins de la connaissance sont aujourd'hui, provisoirement comme toute chose, mais enfin tout de même, l'émission la plus téléchargée de France Culture. C'est grâce à vous, à votre assiduité, et c'est en votre nom et pour vous que les chemins continuent l'an prochain leur course effrénée vers un savoir qui se dérobe. On vous donne rendez-vous dès le lundi 30 août pour une nouvelle année plus dense encore que la précédente, avec une semaine sur Tintin. Tintin philosophe, ce sera le premier sujet de l'an prochain, histoire de commencer sinon par le meilleur, du moins par le plus drôle. Soyez fidèles à France Culture, dont la grille d'été contient comme chaque année un bataillon de pépites radiophoniques. Bonnes vacances, bel été et à très vite. – 10h59 sur France Culture. Dans un instant, question d'époque.